Retour dans Live and Let Live avec notre invité du jour, Sylvain Larue. Sylvain Larue, qui est connu, et très connu même, parce il fait partie des grands champions de l'émission des 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann. Alors, on va faire un petit point sur l'émission rapide, parce que Sylvain Larue n'est pas qu'un grand champion des 12 coups de midi, il est aussi auteur, il est aussi chanteur, et surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est fan de James Bond. Et donc, on va faire un petit point sur les 12 coups de midi. Déjà, bravo, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, je t'avouerai que je ne suis pas un pro de l'émission des 12 coups de midi parce que je regarde très peu la télé. Je regarde très peu la télé. Tu as fait combien de victoires? Alors, au total, j'ai fait 75 participations, donc 74 victoires. Maintenant, je suis 9e, ou 10e ex aequo à peu près, parce j'ai pas été premier, jamais. J'ai été 3e ex aequo au moment de ma participation, et depuis, il y en a eu qui m'ont largement dépassé. Mais bon, voilà, pour l'instant, je reste dans le top 10 pour encore quelques temps avant qu'on ait des candidats qui me repoussent encore plus loin. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu un nouveau grand champion. Bah oui, il y a eu Eric ces derniers temps, mais qui est le nouveau grand boss champion maintenant en matière de participation. Voilà, qui a fait 199 participations. Il a perdu juste à la veille de la 200e. Mais voilà, il nous a tous. Et vous n'avez pas le droit de retenter? Comment? Vous n'avez pas le droit de retenter? Non. À partir du moment où on est on est un maître de midi durable, non, on peut pas retenter. J'ai tout à fait liberté de participer à d'autres émissions de télé, mais plus à celle-là, à part en tant qu'invité. Alors d'ailleurs, il y a eu dans une émission, tu as eu une question sur James Bond, si je ne m'abuse. Oh oui, certainement. Après, me rappeler exactement. C'est là qui s'est gouré en plus. C'est comme ça qu'il a perdu. Oh non. Sur James Bond, je ne me serais pas gouré. Je pense que là, je m'en voudrais si je me gourais sur James Bond. J'ai perdu sur une question de cinéma, ça c'est sûr, mais c'était une référence cinématographique que je n'avais pas. Mais est-ce qu'ils savaient dans ton profil que tu étais amateur et fan de James Bond? Je veux dire, du coup, est-ce qu'ils auraient évité la question s'ils le savaient? Est-ce que non, alors non, parce qu'ils mettent un peu de tout comme style de question. Alors je pense l'avoir marqué dans mes goûts perso, goûts de cinéma. Je pense l'avoir précisé. Après, ça tombe un peu, c'est un petit peu au petit bonheur la chance quand même. Donc on peut avoir des questions sur des sujets qu'on connaît du feu de Dieu, des questions sur des sujets sur lesquels on est un peu moins familier, et d'autres qu'on ne sait absolument pas. La chance, c'est de ne pas avoir la question piège au moment où ça peut nous faire casser la gueule. Et c'est ce qui m'est arrivé, grosso modo, pour moi. Alors, justement, et puis après, on va passer à ton histoire. Justement, ce midi, en déjeunant, je regardais un petit peu l'émission de Nagui, et oui. Il y a eu, c'est curieux parce qu'on te reçoit aujourd'hui, et il y avait une question sur James Bond à midi dans l'émission de Nagui qui disait, la question c'était, on va voir si vous allez y répondre, les chers amis, elle n'est pas compliquée, hein, elle n'est pas compliquée. La question c'était, dans la première fois que James Bond sort la réplique Bond, James Bond, était-ce devant une femme en bikini ou une joueuse de cartes? C'est facile. Très difficile. C'était très difficile. Et bien, figurez-vous qu'il n'y a eu, le champion n'a pas réussi à répondre, et sur les 4 challengers, il n'y a qu'une personne qui a réussi à donner la bonne réponse. Bon, après, on n'est pas spécialiste sur tout. Nous, on y répondrait très facilement. Alors, Sylvain, tu as commencé, tu as fait des études de cinéma. Oui. Tu as fait des études de cinéma. Alors, explique-nous comment tu arrives à tes études de cinéma et comment tu es devenu fan de James Bond. Alors, les études de cinéma. Alors, je suis rentré au lycée dans la ville de Salon-de-Provence, et la spécialité du lycée en littéraire, la spécialisation était cinéma audiovisuel, donc c'était un sujet qui me plaisait absolument. Bon, j'ai quand même un tempérament artistique à la base, donc c'était même plus intéressant que
avec lettres classiques, avec grec, latin, ce genre de choses. Enfin, très intéressant pour moi aussi, mais je préférais quand même le cinéma audiovisuel. Donc j'ai fait ma scolarité de lycéen dans cette spécialité-là, et après la fac, ça a été un gros fiasco, donc sur lequel on n'épiloguera pas, mais c'était quand même très intéressant à faire. Pour James Bond, c'est pour monter quelques années en arrière. Je ne saurais pas me rappeler exactement le premier James Bond que j'ai vu, c'était à la télévision, ça c'est certain. J'hésiterais entre trois. Je dirais c'est probablement soit L'espion qui m'aimait, soit Moonraker, soit Dangereusement Vôtre. Donc c'était la panacée. Et la première découverte d'un James Bond au cinéma, là il n'y a aucun doute par contre, c'est GoldenEye. Donc, comme moi. Voilà, premier Bond au cinéma avec ma famille, donc à Salon de Provence, donc où j'étais lycéen, et un excellent souvenir. Voilà, avec toute l'intro dans le barrage en Russie, la poursuite en char dans les rues de Saint-Pétersbourg, il me semble, ou c'est Moscou, je ne sais plus. Saint-Pétersbourg. Bien ça. Et voilà, donc c'était un excellent souvenir, et depuis, je n'ai pas loupé un James Bond sorti au cinéma. Je suis tous allé les voir avec plus ou moins de plaisir, mais on va dire quand même du plaisir à chacun, mais plus ou moins selon la qualité du film. Alors, on a toujours un grand débat entre nous, entre administrateurs et modérateurs de la page, parce que certains adorent Eric Serra sur GoldenEye, sa musique, et d'autres ont plus de mal. Adore, n'abuse pas non plus, mais... Qu'en penses-tu de la musique d'Eric Serra? En fait, tout mélomane que je sois, je n'ai pas, j'ai pas d'impression en fait. Ça m'a jamais exceptionnellement marqué, la musique de GoldenEye, peut-être par rapport à d'autres. Après, je retiens évidemment les génériques à beaucoup plus, à fond, mais je suis pas bon juge en fait. Je la trouve je dirais ni bonne ni mauvaise pour moi, puisque au final, elle m'a pas choqué, donc elle est probablement bonne quoi. Je suis jamais tombé sur un Bond avec une musique qui soit vraiment choquante, qui me donne envie de m'arracher les tympans quoi. Donc pour l'instant, ça passe bien quoi. Pour Dom, c'est Sam Smith pour les tympans. C'est pas le problème ce soir quoi en fait. Alors, donc fan de James Bond, grand champion des 12 coups de midi. Est-ce que James Bond, quand tu as fait tes études de cinéma, est-ce que ta passion pour James Bond a pesé dans ton choix? Non, là ce serait exagéré de dire ça, mais ça. Après, quand on fait des études de cinéma audiovisuel, de toute façon, on essaie de nous faire voir, on va dire, une qualité de cinéma autre. Bon, après. Sans critiquer la qualité des Bonds et la qualité des films à grand spectacle. Parce que moi, je suis un fan inconditionnel de ce genre de films, les blockbusters et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui me plaît, qui me détend, qui me fait plaisir. Le côté, on va dire, un peu plus intellectuel, le côté un peu plus technique de la chose, qu'on essaie de vous apprendre en cinéma audiovisuel. Donc non, c'est rare qu'on vous fasse tout un cours sur Bond. Ça pourrait, hein, en somme, mais ça serait plus sur on va dire sur une caractéristique, peut-être plus sur un découpage de film, sur les scènes d'action et trucs comme ça. Je pense que Bond sera approprié. Mais en général, c'est plutôt dans des études plus longues qu'on vous ferait faire ça. Je le dis sans l'avoir véritablement vécu. Mais je sais qu'à la fac, on nous avait, la seule année de fac que j'ai fait de cinéma audiovisuel, on nous avait fait faire un cours sur la comédie en voyant une scène des Monty Python. Donc, vous voyez, on peut faire quand même des études assez précises. Donc, je pense qu'un jour ou l'autre, ils auraient parlé pour l'action de Bond. Mais je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Mais une petite question. José, vas-y. Une petite question. Depuis quel âge tu t'intéresses au personnage de James Bond? Alors, depuis quel âge je pense que j'ai commencé à m'intéresser à Bond, je devais avoir 10 ou 11 ans. Après, je me rappelle avoir trouvé dans la vieille bibliothèque de ma mère, donc bibliothèque d'adolescente, j'ai trouvé des exemplaires en poche de Bond, enfin des romans de James Bond par Ian Fleming, donc les trucs des années 50-60, quoi, donc
je peux dire des reliques, mais quand même des ouvrages qu'on trouve maintenant plutôt chez les bouquinistes et tout, et pas forcément en très bon état. Des romans de gare. Voilà. Et moi, je les ai gardés. Ils sont bien protégés, bien au chaud dans ma bibliothèque. Donc, enfin, dans une de mes bibliothèques, parce que j'en ai quelques-unes. Une dans la famille et une chez moi, parce que sinon, j'ai pas la place dans mon appartement pour tout conserver. Et donc, oui, depuis. Donc, maintenant, ça fait pas loin de 30 ans que je suis fan de James Bond, quoi, en gros. Et tu as lu est-ce que tu t'intéresses plutôt exclusivement aux Bonds cinématographiques ou est-ce que quand même tu les as lus, les Fleming, justement, les reliques en question? Je les ai lus. Je les ai lus, je suis un lecteur compulsif, j'adore lire, donc j'ai voulu voir quand même, j'aime bien également faire les comparaisons entre les versions cinématographiques et les versions romans, donc ça m'a permis de voir effectivement qu'il y avait des grosses différences, tout est relatif, mais que les histoires, on va dire, ont été largement changées, modifiées pour faire les films, et certains trucs ont pu me manquer, d'autres pas. Je me suis par exemple posé la question comment ils auraient réussi à faire, et même est-ce que ça aurait été intéressant sur un plan strictement cinématographique de faire les scènes de On ne vit que deux fois, toute la scène qui est dans l'espèce de jardin botanique consacré à la mort, quoi. Et je pense qu'en cinéma ça n'aurait pas rendu grand chose, mais alors par contre sur le plan roman, c'était une idée excellente, quoi. Moi, je sais que ça prenait vraiment aux tripes, cette partie-là, quoi, du roman. Oui, et puis il y a surtout la vengeance contre Blofeld qui est à la hauteur dans le roman et pas dans les films. Ah, dans les films, beaucoup moins. Je vais peut-être m'avancer un petit peu. Attention, spoiler possible pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. Oui. Il se dit que dans Mourir peut attendre, il se dit que dans Mourir peut attendre, il pourrait y avoir une référence au jardin botanique de Blofeld. Il se dit beaucoup de choses par rapport à ce film. Mais qui n'est pas prêt pour le moment de sortir. Oui, sortir peut attendre, visiblement. Et puis s'ils font ça, ils copient Saucine. Alors, donc, Sylvain, tu es aussi auteur. Tout à fait. Pendant tes études de cinéma, il faut le préciser, tu as été chanteur dans un groupe de rock indépendant. Ouais, rock progressif. J'ai commencé comme ça. Donc, c'était un beau truc. En fait, il faut s'imaginer. Bon, alors, ça rend peut-être pas, parce que là, je vous parle devant la caméra. Je parle devant une caméra. Je vous adresse la parole. C'est un truc qui va être diffusé. Mais je suis quand même quelqu'un d'extrêmement réservé à la base et très timide. Je dirais limite asocial même. Et voilà. Et la musique a permis quand même de me sortir un peu de ce carcan-là. Mais même si je suis toujours plus à l'aise derrière un ordinateur et derrière des livres que face à une caméra. Mais la musique a été quand même primordiale. En fait, on a commencé à m'entendre chanter, à me dire ouais, t'as quand même un petit niveau de voix pas inintéressant, tu devrais en faire un peu plus et pas uniquement chanter sous ta douche. Enfin, même si les gens ne m'entendaient pas spécialement chanter sous la douche, c'est n'importe quoi ce que je raconte. Mais bref, et donc le rock progressif a été mon premier truc. Le seul regret que j'ai, c'est que mon père était un fan inconditionnel de rock progressif, en particulier de Genesis, et que je ne savais pas exactement quel était ce genre de musique avant d'y rentrer. Alors que si j'avais prêté un peu plus attention au goût paternel, j'aurais probablement continué véritablement dans cette voie de rock progressif, parce que c'est un truc que j'adore au plus profond de mon être maintenant. Mais c'est arrivé un peu trop tard pour voilà, c'est arrivé. J'ai vraiment découvert cet univers après la fac, et donc une fois que j'avais quitté ce groupe contraint et forcé, j'allais dire, par un déménagement, quoi. Donc voilà. Et depuis, la musique continue, mais plus exactement de la même façon. D'accord. Et alors, donc, ton côté, ta partie musicale, tu es un artiste complet parce que cinéma, chanteur et également auteur. Et c'est à ce moment-là que je me défausse, même si j'adore la criminologie. Je vais laisser la parole à Dominique parce que tu es un auteur de criminologie et notamment tu as sorti un livre qui s'appelle La mécanique du crime. Les mécaniques. Les mécaniques du crime. Je vais dire à mon assistante qui est moi-même que j'ai fait une erreur. C'est peut-être ça le problème, c'est que c'est toi-même. Alors, oui, parce qu'on est une émission à gros budget, mais avec
Mais on est Moi, la simple. première fois que j'ai entendu parler de Sylvain, c'était bien avant les coups de midi, les 12 coups de midi, c'était il y a une bonne dizaine d'années. J'ai un pote qui m'a ramené ça pour parfaire ma bibliothèque de tueurs en série, qui est très, très, très fournie. Je pense que tu t'y intéresses pas mal aussi, Sylvain, vu les complètement, livres que tu as écrits. Donc, voilà, à la base, moi, je t'ai connu comme ça et je me souviens que je t'avais parlé sur Facebook parce que j'avais été étonné de ne pas avoir trouvé Rezala dans le bouquin et d'y trouver plutôt, comment il s'appelle, celui qui a tué sa famille, le faux Toubib. Roman. Roman, oui. Roman. C'est un sacré roman. Hein. Ah oui, complètement. C'était la première fois qu'on se parlait et j'avais aucune idée de ton parcours ultérieur. Donc, oui, entre-temps, tu as créé un roman, tu as créé un héros, donc un héros de fiction, c'est Léandre Laforgue, c'est ça. Donc, moi, j'ai commandé le premier pour l'instant. Je ne suis pas encore mis, mais j'attends de recevoir le premier. Et les mécaniques du crime, c'est un des romans de Léandre Laforgue ou alors c'est un bouquin à part? C'est le 4e. C'est bien ce qui me semblait, donc ça fait partie de la fiction. Et est-ce que dans ce héros, on peut trouver des caractéristiques communes avec James Bond? Certainement. J'allais dire, ce n'est pas un copier-coller parce que ça n'aurait aucune espèce d'intérêt. Je vais dire du mal sans citer. Je connais des personnes qui adorent faire des versions d'anciens romans d'auteurs à succès, de les transformer à peine pour les mettre sous leur propre nom. Moi, c'est pas mon kiff. Utiliser James Bond tel quel, ça aurait pas été une bonne idée, mais on retrouve effectivement des caractéristiques communes, c'est-à-dire un héros pas spécialement, on va dire, sur un plan manichéen, quoi. Il n'y a pas de blanc et de noir, quoi. C'est plutôt un héros en teinte de gris, même largement en teinte de gris. Séducteur, évidemment. Alors après, c'est un peu pour compenser, parce que moi, comme je vous disais, je suis quand même d'un naturel assez timide, donc sur le plan séduction, j'ai jamais été un Don Juan. J'ai eu mes bonnes fortunes, mais ça s'arrête là. Donc, étant donné comme nous tous, hein. Comme nous tous. Hein. Je pense, mais j'ai eu bonnes et mauvaises fortunes. Malheureusement, en étant dans le milieu un peu musical, je me suis rendu compte qu'il y avait certains de mes amis en matière de séduction, c'est des James Bond puissance 10, quoi. Donc voilà. Donc, je les envie un peu quand même. Tu sais, on peut être dragueur James Bond sans avoir le physique aussi. Hein, c'est. Ah mais je parle pas du physique, je parle de la. Là tu parles vraiment pur, tchatch quoi. Les gars qui en 30 secondes, ils ont parlé à la fille, elle est prête à leur faire des enfants, quoi. Donc c'est directement ça, quoi. Mais donc en l'occurrence, Léandre Laforgue à la base, je ne cache pas, c'est moi, mais en bien mieux. Donc plus à l'aise, plus beau, plus grand, plus fort, genre Monsieur Plus, quoi. Hein, donc on va dire. Et comme James Bond pour Fleming. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Voilà. De toute façon, j'allais dire, on essaie toujours de mettre un peu de sa personnalité parce que il faut quand même essayer d'étouffer le personnage et ne pas en faire une espèce de truc lisse. Donc voilà, Léandre, c'est moi à la base, mais avec des côtés beaucoup plus prononcés. Et donc il a ce côté effectivement de séducteur. Il n'a pas, il a le goût des bonnes choses alimentaires. On sait que Bond, notamment dans les romans, est quelqu'un qui aime bien bouffer. Par contre, il boit pas, Léandre, et il fume pas non plus. Et il fait pas l'amour. Comment? Et il fait pas l'amour. Il ne boit pas, il ne fume pas, il fait pas l'amour. Ah si, c'est ça quand même. C'est pas Vargas. Le cadre, c'est le 19e siècle, hein, c'est ça? Ils sont tous au 19e siècle, en fait. C'est parce que c'est un personnage donc qui quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'avais prévu donc de faire un roman policier historique. Il a fallu trouver quelle époque choisir. Et comme je suis quelqu'un qui aime les sujets un peu laissés de côté, les affaires criminelles, ça plaît à beaucoup de lecteurs, mais on ne peut pas dire qu'il y ait énormément de gens, malgré tout, qui s'y penchent, et surtout de façon très, très active et très poussée. Et là, en l'occurrence, j'ai choisi cette période du Second Empire, qui est une période qui est complètement survolée, déjà en cours d'histoire quand on est au collège, lycée. On va dire ça, on survole cette période, c'est 20 ans en plein 19e siècle, mais on n'en parle quasiment jamais. Et donc j'ai voulu absolument créer un personnage qui était dans cette période parce que je me suis rendu compte à quel point l'époque elle était riche. C'est un tournant dans la vie des gens
c'est le Paris créé par Haussmann. Donc là, on passe du Paris encore de l'Ancien Régime, labyrinthique, flippant des mystères de Paris d'Eugène Sue, à un Paris beaucoup plus beau, beaucoup plus flamboyant. Technologiquement, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions qui ont été faites pendant cette période-là. C'était vraiment un moment qui était propice à créer un personnage de policier historique. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion. Le seul problème, c'est que justement, comme c'est une période qui n'est pas très connue, la plupart des gens font l'impasse dessus et sont moins intéressés que si j'avais fait un personnage pendant la Révolution française ou au Moyen-Âge ou juste à la Belle Époque. Donc je ne désespère pas. J'espère encore qu'avec celui-là, ça peut commencer à sortir un peu la tête hors de l'eau parce que je reste un petit auteur pour l'instant et pas un best-seller comme je rêverais de l'être. Enfin, je rêverais de vendre aussi bien que Ian Fleming, évidemment, mais pour l'instant, c'est pas encore l'ordre du jour. Mais en tout cas, ton éditeur te fait confiance parce que tu en es quand même au 4e volet, quoi. On est au 5, puisque le cinquième, je l'ai terminé il y a peu, et il va donc être en librairie à partir de la rentrée, enfin à partir d'octobre. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore si la série va poursuivre, parce que c'était une série validée pour 5 romans. Et ça dépend de l'éditeur s'il a envie de continuer ou pas, parce que moi, à la base, c'était une série de 13 romans que j'avais prévu. Donc, il y a encore de quoi faire. J'ai encore de l'essence sous le coude, si je peux dire, quoi, pour continuer les aventures de mon personnage. Mais on verra bien ce qu'il en est. Et surtout, faudrait que ça commence à vraiment se vendre pour pouvoir continuer en toute tranquillité. Il faut de l'essence et puis il faut de l'huile de coude également. Et je vais passer la parole à José parce que on a des réactions sur Internet et notamment une question d'un certain Marc. Oui. Alors, je te laisse la dire, José. Ouais, allez, pourquoi pas. Donc, on va revenir quelques minutes sur le personnage de Bond, mais en regard de la manière dont tu perçois Bond aujourd'hui, qu'est-ce qui à la base t'a attiré spécialement dans le personnage et quel rapport entretiens-tu justement avec ce personnage à travers ce que tu peux éventuellement transposer dans tes propres romans? Alors, qu'est-ce que j'aime dans les personnages? Alors, il faut que je reconnaisse un truc qui est pas trop, voilà, c'est pas le mieux non plus, c'est que je suis un inconditionnel des méchants dans les films. Exactement la question que j'allais te poser après. Mais voilà, je suis quelqu'un qui aime les personnages de méchants. J'aime quand ils sont bien, bien préparés, bien que l'auteur a pris son temps pour le créer, pour le peaufiner. Et on en trouve évidemment dans les Bonds, et le personnage de Bond en soi est quand même un assassin au service de Sa Majesté, mais ça reste quand même un criminel lui aussi, même s'il agit pour la loi et pour son pays. Donc, étant donné que j'ai ce goût pour les personnages de méchants depuis belle lurette, je pense que j'ai commencé à aimer, vous voyez, je commence à aimer les films fantastiques et même les films d'horreur, je devais avoir 7 ou 8 ans. Donc, on rejoint quelque chose de très ancien en moi et qui est toujours ancré en moi. Donc, forcément, avec les Bonds, je n'ai pu être qu'accro. C'est pour ça que, quand je vous disais qu'un des premiers Bonds que j'ai dû voir, sans savoir si c'est vraiment le premier, et qui m'a marqué, c'est Dangereusement Vôtre, le personnage de Max Zorin, c'est un des personnages que je préfère dans tout l'univers des Bonds. On peut trouver le film un peu particulier, avec un Bond trop âgé probablement pour le. N'abusons pas. Une James Bond girl assez insupportable, voilà. On est bien d'accord. Là-dessus. Voilà, mais elle sert à rien en plus. Elle n'est pas d'une utilité, effectivement. Je vais être modéré, mais effectivement, ouais, c'est. Elle est très bien. À la fin. En plus, c'est vrai. Ah oui, avec la savonnette. Oui, c'est vrai. C'est ça, la savonnette, effectivement, mais quand même, quoi. Voilà. Non, mais pour revenir sur le personnage, Christopher Walken est un acteur que j'apprécie tout particulièrement. Et là, c'est vrai que c'est ce monstre, parce que il est monstrueux, comme il est complètement taré. C'est vrai qu'il m'a tout de suite accroché. Je me suis dit, c'est vrai, lui, là, c'est un personnage, il est trop dangereux, même physiquement. Il fait peut-être pas le poids face à Bond, qui est censé être quand même un agent formé pour la bagarre et tout. Mais en soi, il a quand même un niveau qui le rend vraiment dangereux comparé à certains. On va dire, par exemple, si vous prenez Stromberg,
qui est dangereux aussi, mais c'est quand même un vieux monsieur, un vieil homme d'affaires, et non pas une espèce de psycho capable d'abattre tous ces hommes juste en claquant des doigts. Je pense quand même que Zorin est en très bonne forme physique parce qu'on le voit entraîné par Mayday. Donc, on le voit quand même à la fin sur le Golden Gate, il donne du fil à retordre, c'est une baston quand même, oui. C'est pas… C'est vrai, et en plus, il faut pas oublier un truc, on va dire, ça peut être con, mais c'est une question d'âge. Zorin, on nous apprend qu'il est né en 42-43, donc au moment de Dangereusement Vôtre, il a 41-42 ans. C'est un homme en pleine force de l'âge, quoi. Donc c'est sûr que par rapport à un gars septuagénaire, Bond a plus de soucis à se faire avec un personnage comme lui qu'avec d'autres. Et donc, forcément, donc, c'est ce qui rejoint également donc, dans mes personnages de Léandre Laforgue. J'aime bien mettre des personnages de méchants. Notamment, il y en a un en particulier, je ne dis pas le nom pour ceux qui ne connaissent pas justement, comme Dominique, qui vont découvrir les livres. Ça serait un peu, comment on dit, gâcher d'avance l'histoire. Mais j'aime bien donc les personnages méchants, et Léandre Laforgue est lui-même un personnage qui n'est pas gentil, qui est même relativement dangereux. Il faut quand même s'imaginer que c'est un… On n'est pas encore à l'époque où il y a des flingues à tout bout de champ, même si ça existe véritablement. Mais Léandre, lui, il se trimballe avec un Bowie knife comme arme de prédilection. Donc, c'est quand même un couteau avec une lame de 35 cm. C'est de la mini épée de poche. Et donc, quand il a l'occasion de l'utiliser lors de bagarres, en général, ça ne fait pas du bien à son adversaire. Il faut déjà avoir quand même un personnage assez tarabiscoté pour lui mettre ce genre d'outils dans les mains, et non pas un simple, je sais pas moi, un petit gourdin ou une petite matraque ou ne serait-ce qu'un canif. Là, il a vraiment quelque chose de très dangereux, quoi. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai pris le goût, en particulier également avec les films de Bond, puisque c'était une façon beaucoup plus populaire, beaucoup plus, on va dire. Il n'y a aucun film de Bond qui rentre dans la catégorie interdit vraiment moins de 12 ans ou moins de 16 ans et trucs comme ça. Mais on sait quand même qu'il y a du danger, du sang et de la mort dans les Hitchcock disait, si vous voulez que le film soit réussi, il faut que le méchant soit réussi. Voilà, et c'est marrant parce que tu as répondu à ma question en fait avant même que je te la pose. J'avais fait le lien entre ton intérêt pour la criminologie et James Bond, parce que la première fois que tu m'as parlé de James Bond sur Facebook, tu m'as de suite branché sur les méchants. Et en fait, j'ai le même intérêt que toi. Et aussi, donc, j'avais fait ce lien-là. Je me suis dit, voilà, ça doit pas être étranger. Les deux passions doivent pas être étrangères. Dominique, excuse-moi, je vais faire un petit peu d'humour. En plus, maintenant, dans la criminologie, il y a une place à prendre parce que Stéphane Bourgoin n'est plus là. Oui, on risque de pas le voir pendant un moment sur les plateaux télé. Emmanuel, est-ce que tu veux intervenir? Oui, en tant qu'écrivain, quel regard portes-tu sur la qualité de l'œuvre de Fleming, qu'on qualifie parfois d'un peu inégale, c'est-à-dire tous les romans ne se valent pas forcément, puis un regard sur son écriture, sur son style, sur son… Alors, je vais dire, c'est un peu difficile de répondre sur une question comme ça, parce que je lis, je suis bilingue en anglais, donc j'aurais aucun problème à lire les Bonds en anglais, mais ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant. Et je pense que je jugerais mieux de la qualité véritable du travail de Fleming si je lisais les romans tels qu'ils ont été écrits et non pas les traductions. Pour moi, les traductions sont tout à fait correctes, même si on constate qu'il y a quand même des subtilités de la langue anglaise qui ont échappé aux traducteurs, si bon fût-il. Et parce que c'était dans l'époque certains mots d'argot, certaines expressions qui échappaient encore aux Français anglophones à l'époque. Donc je peux pas répondre. Pour moi, ce sont de bons romans. Ils me font passer du bon moment. Ce sont pas des romans de gare. J'ai eu l'occasion d'en lire quand même un certain nombre, et on classe souvent les Bonds de Fleming dans les romans de gare parce que c'est du roman quand même avec de l'action. Je veux dire, c'est pas un scénario classique, mais c'est quand même un peu ce qu'on recherche. C'est le roman qu'on prend pour aller dans le train, enfin qu'on pouvait prendre pour aller en vacances dans le train. On dit la même chose, par exemple, des romans de San Antonio, dont je suis un inconditionnel également. Et c'est pas le même style, mais on peut pas considérer ça comme des romans de gare, ni l'un ni l'autre, parce que l'un est trop
trop scénaristiquement poussés. Les Fleming, on sent directement que ça peut donner, que ça pouvait donner, que ça allait donner des films. C'était bien torché, les personnages donc de gentils, de méchants, les nanas toutes plus affriolantes les unes que les autres. C'était idéal pour donner quelque chose au cinéma. Et les San Antonio, parce que eux, ce sont des romans écrits avec une culture générale et une qualité de français aussi bien dans le langage vulgaire que dans le langage courant que dans le langage soutenu, qui rend ça absolument délicieux à lire si on aime un tant soit peu la langue française. Donc, alors, voilà, une dernière question rapide et une dernière réponse rapide parce qu'il nous reste 4 minutes 50. Patrice. Ça marche. Moi, je voulais juste savoir, avec tes multiples talents, si tu t'étais essayé ou si tu avais eu l'idée d'écrire une fanfic ou de faire un fan-film de Bond. Non, ça, là, je laisse ça à d'autres qui le feront bien mieux. Je préfère, à partir du moment où je suis passé sur le truc de la création, j'ai préféré vraiment créer des trucs un peu, pas novateurs, mais créer mes propres choses. Je préfère pas toucher à Bond. Il y en a plein qui le font, qui sauront le faire, qui peut-être appréhendent les codes de Bond mieux que je ne le fais moi-même. Donc non, je trouve que ça ne serait pas utile de ma part que je vienne me rajouter à tout cela. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci Sylvain. Alors, je l'avais fait pour Damien Nassiri. Je te laisse la parole rapidement. Est-ce que pour la saison 2, parce que c'est notre avant-dernière émission de la saison, est-ce que pour la saison 2, tu accepterais de venir de temps en temps en étant un liveur, un de nos chroniqueurs? Ah oui, avec plaisir, bien sûr. Parce qu'on va changer tous les 15 jours. On a plein de nouveautés de prévues pour l'émission de l'année prochaine et ce sera avec plaisir qu'on t'accueillerait dans notre équipe de liveurs. Dominique, rapidement. Ouais, je trouverais dommage de ne pas profiter des 2 dernières minutes. J'avais taquiné tout à l'heure Sylvain en off pour lui demander s'il serait OK pour nous donner un aperçu de ses capacités vocales. Je te mets à l'aise, Sylvain, si vraiment Sam Smith. Bon, ok. Donc sur Sam Smith. Que tu veux, hein. Ah non, moi je veux Sam Smith. Ok. Allez. Bon, écoutez, hein, vous l'aurez voulu, hein, donc. Hein. I've been here before, but always in the floor. I spend a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all love? For you, I have to risk it all. 'Cause the writing's on the wall. Eh bien, ça me donne des frissons, figure-toi. Oui, c'est magnifique. Bravo. J'applaudis sur du Sam Smith, je le dis. Ah oui. Merci beaucoup, Sylvain. Merci Je Sylvain. viens de prouver que c'était une belle chanson. Merci Sylvain. J'espère que tu enregistres. Tu l'as déjà enregistré sur une vidéo YouTube ou Non, ça je l'ai chanté plusieurs fois en live, mais non, je l'ai jamais enregistré celle-là. Chante plutôt qu'il. Il faut que tu le fasses absolument parce que c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, je vous invite à taper sur YouTube Sylvain Larue chanson et vous trouverez notamment des chansons de Queen assez exceptionnelles. Moi, j'ai découvert ça tout à l'heure et j'ai adoré. Tu as beaucoup de talent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci, mes chers liveurs. Merci, Emmanuel. Merci pour ce premier live en tant que liveur. Et puis, Sylvain, écoute, on te retrouvera la saison prochaine. Alors, en liveur avec nous. Et pour de nouvelles aventures, on a encore une émission la semaine prochaine, une émission entre nous, et après c'est les vacances. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut, ciao.